Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Science et Civilisation, Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour vous et avec vous Madame Linette Sazi, bonjour. Bonjour et cher professeur, je vous remercie vraiment pour cette invitation. C'est un grand honneur pour moi. C'est moi qui vous remercie. Nous allons explorer aujourd'hui la thématique de sciences et société, la médiation des sciences vers la société, comment les sciences communiquent pour le grand public. C'est un enjeu très très important. Avant cela, comme vous savez, dans cette émission, on fait d'abord un parcours autour de votre parcours, c'est-à-dire vos études secondaires, elles ont eu lieu où, vos études universitaires. Commençons par votre premier rapport à l'école. Alors, merci pour cette question. En fait, je suis née à Rabat et très vite, mon papa a été nommé à l'extérieur, donc je l'ai suivi. J'ai fait ma première scolarité en Irak. Et ensuite, comme il n'y avait pas de secondaire en Irak, j'ai dû venir ici, à Rabat, à l'internat au lycée Descartes, pour continuer mes études. Donc au début, j'étais interne, 2 ans, et ensuite j'ai continué mes études. Il nous a rejoints, j'ai fait ma terminale jusqu'au lycée Descartes, et ensuite j'ai entrepris mes études supérieures à l'université ici à Rabat. Dans quel domaine? Alors j'ai fait biologie et géologie. Biologie et géologie. Avant de vous spécialiser en biologie. Oui, en fait, à l'époque, il y avait biologie et géologie, et honnêtement, j'adorais ces études parce qu'on apprenait la vie, que ce soit en biologie ou en géologie. Ce sont des sciences de la vie. C'est les sciences de la vie, et je me disais, mais c'est tellement important que tout le monde puisse faire ces études-là. Parce qu'on apprenait comment on fonctionnait, ce qui était autour de nous, toute la biologie. Et jusqu'à après ma licence, donc j'hésitais vraiment entre les deux domaines, environnemental ou bien... Plutôt génétique et géologie. Génétique et géologie. Et donc je suis partie à Paris pour faire un DEA, ce qui est l'équivalent d'une thèse de 3e cycle maintenant. Oui. Et j'avais un parrain qui est professeur Jean Bernard. Ah. Et vraiment, c'est vrai que j'hésitais. Et puis là, il m'a dit... Une immense figure. Oui, vraiment. Une personne que j'aimais beaucoup, qui me voyait régulièrement pour voir où j'en étais. Qui a présidé le comité consultatif national d'éthique. Et avec lequel j'ai assisté. J'ai assisté plusieurs fois, il m'a invité. D'accord. Et il m'a dit, la génétique. Et voilà. C'est ça ce que j'appelle souvent avec mes invités, ce que nous appelons le déclic ou la rencontre. Donc vous, la rencontre avec un immense homme de science, Jean Bernard. Les téléspectatrices et téléspectateurs peuvent tout à fait se porter sur les médias courants pour voir qui était Jean Bernard. Et donc vous avez eu ce grand privilège de le connaître, et il vous a aidé à choisir finalement la génétique. Oui, il était d'une simplicité merveilleuse. Comme souvent les grandes personnes. C'est vrai. Et il m'a pris comme sa fille, et voilà. Donc j'ai pu suivre mes études, j'ai fait de la génétique. Votre sujet de thèse portait sur quoi? Alors mon sujet de thèse a porté sur le mil, sur l'amélioration. J'ai bifurqué en agronomie. Oui. Vu le contexte marocain, je me disais qu'il allait avoir plus de besoins. Génétique des plantes. Génétique des plantes, amélioration des plantes. J'étais à Orsay, Paris 11, et donc j'ai travaillé sur le mil. C'était une céréale africaine et il fallait l'étudier, son polymorphisme et son adaptation éventuellement pour le Maroc. Ah oui, c'est cela. Alors, permettez-moi de souligner dans ce premier moment de l'émission, qui est un moment d'atmosphère et de contexte de votre formation, vous êtes ce que l'on appelle aux États-Unis second generation, une deuxième génération. Vous avez un père très célèbre qui a fait des travaux en histoire extraordinaires, une grande figure nationale. Merci. Permettez-moi, à travers vous, de saluer sa mémoire, Abdelhadi Tazi, qui était un immense historien, qui, son édition encore aujourd'hui d'Ibn Battuta, est celle qui fait foi. Et on lui a rendu ainsi cet hommage rapide et bref, mais aussi pour peut-être souligner le climat intellectuel dans lequel vous êtes né comme un climat naturel. Alors, je vais vous dire, je vais saluer aussi ma maman,
oui, bien sûr, qui elle aussi était enseignante et c'était son élève. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur, dans la maison, il y avait de la culture. À table, on parlait d'histoire, de science, de poèmes. Et c'est vrai que on a baigné dans ça, mais grâce aux deux. Parce que sans la maman, papa ne pouvait pas être aussi libre de faire ses recherches. Ça demande énormément. Et ils discutaient entre eux avec des poèmes. Donc on essayait de déchiffrer un peu ce qu'il voulait lui dire et ce qu'elle voulait lui dire. Donc ça, c'est effectivement majeur, c'est important de le souligner. Alors maintenant, peut-être nous allons plus explorer. Ah oui, bien évidemment, les institutions avec lesquelles vous travaillez. Donc après vos études en France, vous êtes revenu au Maroc, c'est ça? Alors après mon doctorat, je suis venue au Maroc. Et ça, c'est vrai que j'avais le choix en travailler dans le privé, dans l'amélioration des plantes, ou l'enseignement, mais je crois que ça s'est fait un peu naturellement. Quand on est enfant de deux enseignants, c'est quelque chose qui m'attirait, d'autant plus que je voyais l'importance d'un enseignant dans la vie d'être humain. Comme ils ont été importants pour moi, et certains m'ont permis d'avoir une voix, la voix déjà de la biologie par un enseignant que j'avais au lycée. Et peut-être que je voulais faire autrement aussi. Je voulais avoir une petite trace quelque part. Oui, non, mais l'enseignement pour vous était une voie quasi naturelle, mais en même temps, vous l'avez thématisé. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire vous en avez senti l'importance et après vous avez voulu, comment dirais-je, non seulement en faire un métier comme on aurait fait un tout autre métier, mais montrer combien il était au confluent de plusieurs enjeux sociaux, de formation, d'éducation. Et donc, quand vous êtes revenu, vous avez fait ce choix d'être professeur à l'université. Vous êtes toujours à l'université Mohammed V, ici en sciences biologiques, dit-on, oui, en génétique des plantes. Exactement. De manière plus spécifique. Et alors, parlons maintenant de cette importance qui a été pour vous et l'élément pédagogique et l'élément, c'est deux questions différentes, et l'élément de transmission au grand public de résultats et de démarches scientifiques. D'accord. Dans un premier temps, je vais parler de la démarche pédagogique. Parce que quand on arrive en tant qu'enseignant-chercheur, on est enseignant-chercheur et on voit le mot chercheur. Mais un enseignant, c'est aussi de la pédagogie. Et quand j'ai commencé à enseigner, il y avait ce fossé, je vais dire, parce qu'on commençait à voir les premiers étudiants qui venaient de l'arabisation. Et ils étaient dans une difficulté linguistique. Et j'ai mis du temps à comprendre, est-ce que c'est linguistique? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est eux qui travaillent pas suffisamment? Et c'est ça qui m'a intéressé le plus un peu dans l'enseignement. Et il y a un dicton en fait, une phrase que disait Einstein, si vous continuez à faire la même chose et que vous attendez des résultats différents, c'est ça la définition de la folie. Et donc, chaque année, pour moi, c'était augmenter le niveau des étudiants et voir qu'est-ce qui se passe. Et là, je me suis fait auto-évaluer. Voilà, une évaluation constante. Oui, mais je l'ai fait faire par les étudiants eux-mêmes. Bien sûr, ce sont eux qui sont concernés et c'est d'eux que l'enseignant tire sa légitimité. Exactement. Et donc, c'est un travail que j'ai commencé et petit à petit, ça m'a emmené à ouvrir une des premières classes, la première classe au niveau de la faculté interactive, où il y avait un enseignement hybride, où je leur envoyais, mais alors tous les documents, les films, des cours, les examens. Vous étiez déjà multimédia à l'époque? J'étais multimédia, c'est une des premières, oui. Et ce qui est marrant, c'est que ça s'est fait avant le Covid. Oui. Donc j'étais prête, ils étaient prêts. Et quand ça est arrivé l'épisode du Covid, mes étudiants étaient déjà sur le net. Et c'est vrai que grâce à ce Covid, on a gagné, disons, 10 ans, parce que au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, tous les enseignants y étaient. Oui, oui, oui. Et je me battais pour que ça se passe. Mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est que ça m'a montré aussi les limites que je ne voyais pas. Oui. Et les limites, c'était quoi? Un enseignant est important. Oui. Un enseignant. La présence. La présence. Moi, la présence de mes étudiants sont importants. Oui. Je vois dans leurs yeux quand ils comprennent, quand ils comprennent pas. Et ils voient dans mes yeux ce qui se passe. Et c'est ça qui m'a encore plus aidé.
à aller plus loin dans la pédagogie. Alors vous avez utilisé un mot très important il y a un instant, vous avez dit interaction, méthode, pédagogie interactive. Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, je vais vous dire que, en fait, l'enseignement jusqu'à maintenant, il n'y a pas très longtemps, au début du siècle, il y avait un livre, un enseignant et beaucoup d'étudiants. Et là, en fait, l'enseignant a un nouveau rôle parce qu'on a sur le net, mais tous les documents, tous les cours, et je me disais, mais il y a des cours meilleurs que les miens. Et maintenant, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle les REL, c'est les ressources éducatives libres, qui sont complètement à disposition des enseignants, à disposition des étudiants. On peut les utiliser, on peut les adapter, on peut les remettre. Donc ce n'est pas l'information qui manque. C'est pas l'information qui manque. Qu'est-ce qui manque? C'est un enseignant qui soit bien dans sa peau, heureux de faire ce qu'il fait et qu'il fasse le cours comme il le sent. Et qui s'assure, comme vous l'avez dit, de manière constante, que ce qu'il dit est transmis. Voilà. Et il y avait quelque chose de mon papa qui m'a toujours dit, Kun raouf ma talamid dialek. Sois généreux. Oui. Et sois rusé. Fais-leur transmettre par la ruse s'il le faut. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que je deviens active dans mon partage, dans ma transmission, et ils le sentent, je crois. Bien plus évidemment. Un enseignant est généreux de donner tout ce qu'il peut donner, plus ils sont aptes à être ce qu'ils sont. Permettez-moi de dire que c'est la pédagogie de l'attention. Vous avez une attention au contexte de l'autre, et quand on a une attention au contexte de l'autre, automatiquement, un vocabulaire commun se met en place. Voilà, c'est vrai. Et en fait, il n'y a rien de mieux que ce partage. Je crois que c'est ça un enseignant. C'est de pouvoir partager. Pas dire, mais qu'on sente que ça a été ressenti, que ça a été compris. Parce que le but n'est pas de faire un cours. Le but, c'est de faire un cours qui soit compris par, je vais dire la majorité, parce qu'après, il y en a qui travaillent pas, il y en a qui travaillent, mais au moins ceux qui sont là et qui travaillent, ils peuvent trouver toutes les ressources. Donc vous avez mis en avant la compréhension presque, je vais dire presque, au premier plan par rapport à la signification. Les significations, on peut les trouver partout. Exact. Les choses qui sont les informations signifiées, etc. Mais la compréhension, c'est la règle d'or et la voie d'entrée pour après les significations. Et l'inverse, si on met la signification première, la compréhension malheureusement risque de s'éloigner et on est ramené à un sens qu'on ne comprend pas. Oui, et j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir un prix d'innovation en éducation par tous les doyens des facs de sciences du Maroc. Et c'était un vrai honneur parce que c'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et souvent, le travail dans la pédagogie n'est pas tenu en compte. N'est pas valorisé au niveau universitaire. Ça, c'est un vrai problème. Même les grilles d'évaluation sont prises sur le nombre d'articles qu'on fait, sur ce qu'on fait dans la recherche. Et on oublie le point important qui est aussi la pédagogie et le partage. Oui. Et là, c'était un beau cadeau pour moi. Oui, c'est très important. Vraiment... Alors, il y a l'autre aspect, et je sais que vous êtes aussi très engagé dans cet autre domaine, c'est celui de faire communiquer la science. Une fois qu'elle est comprise, l'autre stade, c'est de la communiquer à la société. Et là, vous savez, il y a aussi deux attitudes, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a ceux qui disent, bon ben, ma foi, la science, elle est faite pour ceux qui sont engagés dans la science et le grand public ne va rien savoir. Vous ne faites pas partie de cette catégorie, vous faites partie de l'autre catégorie qui dit la science, une fois qu'elle est comprise, il faut trouver tous les moyens pour la rendre accessible au grand public. Exactement. Et je sais que dernièrement, vous avez organisé un événement très très important que vous allez décrire, c'est comment présenter sa thèse en 3 minutes, je crois. Exactement. Merci pour cette question parce que j'aime beaucoup ce domaine. C'est la médiation des sciences et techniques. Et ce domaine, il prend de plus en plus d'importance. On est dans un monde où il y a de la science et on a besoin de partager, on va dire de démocratiser cette science et de la partager avec le grand public. Alors, je vais commencer par cet événement parce qu'il vient de passer. Ça s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Et c'est un concours international qui commence par un concours national où on apprend
aux étudiants doctorants à présenter leurs thèses, leurs travaux de thèse qui prennent 4 ans, 5 ans, de les présenter en 3 minutes et avec un vocabulaire simple pour le grand public. Et là, ça met tout de suite le grand public à contribution. Ils comprennent ce qui s'est fait. Et c'est pour ça que j'aime bien cet événement, parce qu'on se sent intelligent quand on le voit. On comprend les thèses. Et en fait, la science est faite pour être comprise par tout le monde. Et il y a des techniques. Et c'est les techniques de médiation. Et je pense que ça reste un domaine très important. Et il est temps qu'on puisse avoir au Maroc aussi un musée des sciences pour partager cette science sans être noté. Parce que c'est vrai, on va me dire, oui, mais on fait de la science dans les lycées. Pas toujours. Et pas dans tous les lycées. Et il y a certaines... Et pas, comme vous dites, pas pour recevoir une note. Pas pour recevoir une note de manière ludique. Et c'est vrai qu'il y a des associations comme l'association des petits débrouillards qui font un travail énorme, qui ont fait un travail au niveau des écoles publiques. Au Maroc? Au Maroc, où ils ont introduit les sciences, des clubs scientifiques. Et tous les ans, ici à la Villa des Arts, ils viennent présenter leurs travaux. Et on voit. Je vous interromps oui, pour saluer précisément la Villa des Arts de Rabat, qui nous reçoit très gentiment pour plusieurs émissions que nous faisons. Pardon. Donc il y a cette association des petits débrouillards qui va dans les lycées, qui va dans les lycées publics, qui amène la science, la robotique, et qui suscite des vocations. Et c'est ça qui est important. Mais bien sûr. On comprend des maladies. On est là, on a besoin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et souvent, les scientifiques restent dans leur université, alors qu'on a un rôle de formation aussi, et d'information, et d'explication. Et c'est un peu ça toute la médiation scientifique. C'est aussi cette émission. Exactement. Ce à quoi elle prétend contribuer. Oui, alors effectivement, je reviens à cet événement de la thèse en 180 secondes. On donne un grand chiffre, mais c'est finalement 3 minutes. En 180 secondes, parce que chaque seconde est importante. Alors, vous avez commencé par dire le concours se passe au niveau national. Et après, mais vous avez accueilli finalement le concours international, c'est-à-dire la personne qui a été primée concours de manière internationale. Oui. Donc c'est un concours qui se fait d'abord universitairement. Donc chaque université, les 12 universités présentent, il y a un concours, il y a plusieurs étudiants qui sont formés. Et ce que je veux vous dire, c'est que tous ces étudiants qui sont formés, leur vie change un petit peu parce qu'ils apprennent à parler, ils peuvent présenter leurs travaux. Quand ils cherchent du travail ou quand ils doivent présenter leurs travaux, ils ont cette facilité. Même pour faire un dossier de budgétisation de la recherche. Oui, exactement. Et souvent, quand on les prend au début, on voit je vais pas généraliser, mais ils arrivent même pas à voir leur thèse de manière claire. Panoramique. Oui. Et là, on commence à décortiquer jusqu'à point qu'ils sentent c'est quoi cette thèse et qu'est-ce qu'elle apporte au pays, qu'est-ce qu'elle apporte à la société. Oui. Et à partir de ce moment-là, on leur apprend à comment se présenter, comment parler de cette thèse. Donc ça se fait au niveau de l'université. Ensuite, il y a un championnat universitaire, puis national, qui s'est passé à Agadir. Et ensuite, chaque pays, là on avait 20 pays, vient présenter, c'est souvent dans un pays différent. Là, c'est pour la deuxième fois que le Maroc a accueilli cette finale internationale. On avait 20 pays représentés. Et voilà, c'était un bel événement où la Marocaine, c'est jusqu'au... c'est une Marocaine qui a eu... Non, elle a eu le prix du public. Oui. Et sur 1500 votants, et j'ai trouvé que c'était magnifique. Mais c'est la Française qui a eu le prix du public, qui était très intéressant. Et précisément, ça me fait penser quand vous dites que l'étudiant devant sa thèse ne sait pas toujours l'exposer, c'est que peut-être qu'on a toujours trop mis l'accent sur ce qu'on appelle la logique de la découverte et non pas la logique de l'exposition. Et en réalité, elles vont ensemble. Je découvre quelque chose et j'apprends comment l'exposer, parce qu'après tout, découvrir pour soi seul, quel est l'intérêt? Exactement, c'est vrai. On a besoin de découvrir, mais on a besoin aussi de transmettre. Et ça reste aussi dans le rôle d'un enseignant ou d'un chercheur. Bien sûr. Voilà. Il y a un domaine qui vous tient à cœur et qui est très important. Nous sommes
un pays africain, nous sommes en Afrique, vous êtes spécialiste de génétique et pour la biodiversité, là encore, il y a eu un très très grand colloque qui a eu lieu dans votre université, Mohamed V, autour de la biodiversité africaine, et j'ai eu la chance de participer et de constater qu'effectivement un des grands enjeux, c'est que les données sont souvent collectées en Afrique, mais après, on revient à la transmission, elles ne sont pas toujours au bénéfice de l'Afrique, les données génétiques. Alors ce domaine, justement, comment l'abordez-vous et comment voulez-vous sensibiliser sur ce problème des recherches génétiques qui ne sont pas toujours au profit de ce grand continent? Alors oui, dans mes études au CNRS, quand j'ai fait ma thèse, j'avais commencé dans ces ressources génétiques et j'avais vraiment j'ai prospecté au Maroc, j'ai ramené des graines, on les a analysées et c'est vrai que toutes les données sont restées au CNRS. CNRS après, il y a eu français, c'est-à-dire le Centre national de la recherche scientifique. Le traité de Nagoya qui disait que ça devait profiter aux pays dans lesquels elles ont été récoltées. Oui. Et là, pour la première fois, c'est un projet magnifique africain génomique, c'est African BP, tous les pays africains ont décidé de faire, déjà de répertorier toutes les espèces africaines, de pouvoir les séquencer et garder toutes les données pour l'Afrique, par l'Afrique. Et ça, c'est un très beau projet. Et en parallèle, donc, renforcer les capacités, aussi bien humaines que techniques, dans les pays africains. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce congrès où on a eu la chance de vous avoir, pour parler d'éthique. C'est que lors de ce congrès, il y a eu des ateliers, 150 personnes ont été formées seulement à Rabat pour la bioinformatique, la biostatistique, la génétique, la génomique, afin de renforcer tous des êtres humains pour qu'on puisse aller de l'avant et avoir... Et souvent la biodiversité végétale est un comment dirais-je, un verre grossissant de toute la biodiversité et même de la génétique humaine. Là, depuis tout à l'heure, vous parlez de la génétique des plantes, c'est votre spécialité. Mais finalement, les plantes, dans leur diversité, dans leur bifurcation, dans leur biodiversité, sont un excellent indicateur des autres recherches qui sont faites sur l'animal et sur l'humain. Oui, oui, bien sûr, mais quand on parle de biodiversité, de ce projet en tout cas, c'est toute la biodiversité, qu'elle soit flore, faune, bactéries, virus, mais de pouvoir les avoir dans le but d'une amélioration des plantes, pour l'agriculture, pour l'élevage, pour tout ce qui pourrait toucher à la génomique. Oui, voilà. Et finalement, c'est un même système quand on pense à l'alimentation. L'alimentation humaine, elle est dépendante de tout cela. Donc effectivement, Et surtout dans un cas comme ça, avec le réchauffement climatique qui est en vue, on a besoin d'être bien armé et pouvoir avoir notre propre c'est ça. C'est-à-dire que ces recherches, vous pensez qu'elles pourraient, par exemple, porter sur le stress hydrique que subissent beaucoup de plantes pour pouvoir les améliorer? Oui, en tout cas sur leur adaptation dans différents milieux, bien sûr. Oui. C'est de parvenir à ce que, par exemple, il y ait une culture du quinoa qui demande moins d'eau que d'autres graines. Donc, vous êtes spécialiste du mil. Qu'en est-il du mil au Maroc? Alors, le mil, il est utilisé dans le sud, dans la région de Marrakech. Oui. Mais souvent utilisé, c'est vrai, presque comme un alicament. Alicament. Oui, ça veut dire un aliment qui est aussi médicament. D'accord. Pour renforcer les os, c'est un peu comme ça qu'il le présente. Mais il n'a pas encore pris le relais du blé ou du maïs. Pourtant, dans d'autres pays africains, exactement, comme le Sénégal, il est ce qu'on voit. Il y a une culture innée dans chaque pays, dans chaque culture qui résiste peut-être à des choses de cet ordre-là. Si on revient sur pour la médiation
social et pour le fait, vous avez eu un mot très important tout à l'heure, vous avez dit le public tout entier peut comprendre. Et très souvent, on avait pendant longtemps une vision maintenant de plus en plus désuète, obsolète, de penser que la science descend vers le public. On parle de paternalisme de ce cas-là, dans ce cas-là. Mais là, non seulement communiquer, mais faire participer le public, c'est-à-dire essayer aussi de faire le travail en sens inverse, faire remonter vers la science les intérêts du public et qu'il soit lui-même totalement impliqué. Je prends le domaine médical que je connais un peu. Dans le domaine médical, on essaye que la personne soit de plus en plus participative de son parcours de soins. Alors, précisément, ces choses-là, comment elles résonnent en vous dans cette idée de des sciences pour tous, dans cette idée de la science et société, de la sensibilisation de vos collègues pour aller toujours plus vers la société à partir de leurs propres travaux? Oui, c'est ce qui est important parce que c'est vrai qu'au début, quand on voit l'histoire des musées, un exemple, c'est que le musée, c'était un objet qu'on venait voir. Ensuite, ça a été un objet qu'on pouvait toucher. Maintenant, les musées, c'est des êtres humains qu'on vient rencontrer, c'est des relations, c'est des partages. Et on voit que dans les sciences participatives, ce qui se fait maintenant, c'est que même n'importe quel citoyen peut participer à des recherches. Autant qu'un scientifique. Mais pour pas cela, de la même façon, bien sûr. Pas de la même façon, mais par des données, par des datas. Oui. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse créer cet endroit de partage qui pourrait être une institution de médiation des sciences comme il existe en France, le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences, où les personnes peuvent partir. Vient d'être créé à Paris un institut Raymond Poincaré pour les mathématiques, pour que les mathématiques soient pas toujours ce domaine symbolique si inaccessible, mais que de manière ludique, pour reprendre votre expression, on puisse en favoriser l'accès. Donc vous faites cet appel dans cette émission et je trouve que c'est un très bel appel pour des institutions de médiation des sciences comme un musée. Oui, pouvoir faire des expositions. Moi, je suis un peu jalouse quand je pars en Europe et je vois de très belles expositions. J'ai vu une sur le cancer ou sur la génétique et de ne pas pouvoir faire une exposition pour montrer au grand public qu'est-ce que c'est. C'est une maladie, tout le monde en a déjà entendu parler, mais précisément, est-ce qu'on peut leur expliquer ce qui se passe dans le corps? Est-ce qu'on peut leur expliquer les soins? Est-ce qu'on peut leur expliquer ce qui va se passer pour eux pour la guérison? Et bon, ça c'est un exemple, ça peut être le changement climatique, ça peut être... des sujets scientifiques purement qui peuvent les intéresser aussi sur la biodiversité, sur la nature, sur le Covid, on a vu cet exemple, sur les tremblements de terre. Donc cette science, on a besoin de la partager, on a besoin d'experts et les experts ne peuvent plus rester enfermés là. L'éducation se fait aussi à l'extérieur de l'université, à l'extérieur des murs. Et vous en avez vous-même bénéficié dans votre milieu où elle venait de partout. Merci beaucoup, Madame Lina Tzazi, pour cette générosité scientifique dont vous avez été le témoin aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre confiance. Merci. Merci, chères téléspectatrices. Merci, chers téléspectateurs. Voilà, c'était aujourd'hui une émission autour de la médiation scientifique, l'arrivée des sciences vers le public. Et nous étions avec Madame Lina Tzazi, biologiste, généticienne des plantes de l'Université Mohammed V. Merci à vous et à très bientôt. Merci. À très bientôt, chers téléspectateurs.